Suite et fin de cette série de 7 propos, 7 podcasts sur la question de l'absolutisme chinois, qui doit être distingué du totalitarisme, du despotisme, etc. Enfin, cet effort souligne l'actualité inattendue du concept associé depuis Jean Bodin à l'affirmation d'une souveraineté, je le rappelle, comme puissance absolue et perpétuelle de commander, selon la définition qu'en donnait Jean Bodin, affirmation qui constitue la motivation historique fondatrice du projet socialiste chinois de Mao Zedong à Xi Jinping, en passant surtout par Wang Huning, je le redis encore une fois, Wang Huning qui a consacré un travail de jeunesse à Jean Bodin. C'est au danger extérieur d'une confiscation de leur souveraineté que tous les pouvoirs absolus ont en commun d'avoir été sensibles, ainsi de Louis XIV, menacé par la Fronde, de la dynastie Qin, ravagée par les 8 puissances impérialistes occidentales et le Japon, ou de la Chine communiste, toujours concurrencée par l'idéologie capitaliste libérale. D'où le sens du document numéro 9 et les proclamations de Xi Jinping insistant sur ce point, je le cite, « La Chine préservera fermement sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts de développement. Aucun pays ne doit plus s'attendre à ce qu'elle avale des couleuvres lorsque ceux-là sont menacés. » Fin de citation. C'est un propos très fort que vous trouvez sous la plume de Xi Jinping dans le discours intitulé « La poursuite d'une voie de développement pacifique incarne la confiance et la conscience du peuple chinois pour réaliser l'objectif de son développement », discours tenu le 28 mars 2014 et que vous trouvez au tome 1 de la gouvernance de la Chine, page 323, et qui marque un tournant dans le style souverainiste de la Chine, puisque c'est désormais la fin de la stratégie du profil bas qui avait été celle de Deng Xiaoping. Faire profil bas, didiao en chinois, eh bien, c'en est désormais fini. Avec Xi Jinping, dès 2014, la Chine affirme sa souveraineté haut et fort, gaoju qizhi, comme le dira souvent Xi Jinping, c'est-à-dire qu'elle lève haut l'étendard. Quel étendard ? L'étendard du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, c'est la fin de la stratégie du profil bas. Et ça signifie que la Chine n'est plus une puissance subordonnée qui fera semblant de regarder ailleurs quand les États-Unis, par exemple, prendront des décisions discutables. Dire qu'on ne veut plus avaler des couleuvres, c'est dire qu'on n'est plus prêt à se taire, à se soumettre, à baisser la tête devant l'oncle Sam. Ça ne veut pas dire qu'on veut la guerre, ça veut juste dire qu'on a des intérêts, qu'on les considère comme légitimes et qu'on ne renoncera pas à les satisfaire pour faire plaisir à un supérieur. Désormais, il n'y a plus d'autorité supérieure, il n'y a plus d'autorité transcendante. Il y a bien encore une puissance qui prétend à l'hégémonie, mais cette hégémonie, désormais, n'est plus validée. Elle n'est plus admise par la Chine. Et je crois qu'il y a là une distinction très importante. Je crois que l'absolutisme n'est qu'une doctrine défensive, si vous me permettez cette distinction, tandis que le totalitarisme est une doctrine expansionniste, dans la mesure où le totalitarisme prétend légiférer au-delà de ses frontières géographiques, de ses frontières nationales. L'absolutisme ne veut rien imposer au-delà de ses frontières, mais il n'accepte pas que ses intérêts vitaux soient menacés. Il défend ses intérêts vitaux, et sur cette question de l'intérêt, qui est le critère qui me sert à les distinguer, l'opposé au totalitarisme. Tandis que la pensée libérale des droits de l'homme est attentive aux dangers intérieurs que représentent pour la liberté des citoyens les excès de la puissance publique, toujours suspecte de dériver vers la tyrannie, la Chine a plutôt succombé aux dangers extérieurs de l'impérialisme. Et, comme le rappelle le préambule de sa constitution, elle s'est reconstruite au cœur d'une mondialisation hostile sur la base de ce traumatisme. D'où la nécessité d'une solide théorie de la souveraineté affirmant
une puissance absolue et perpétuelle de commander, c'est-à-dire absolument libre de prendre les décisions cohérentes avec ses objectifs autonomes, avec ses intérêts particuliers. Dans son dialogue avec les démocraties représentatives, dont l'inconscient historique est travaillé par ce refoulement de l'absolutisme et par la crainte de son retour, l'absolutisme à la chinoise ravive des craintes ataviques que le thème de la communauté de destin pour l'humanité ne parvient manifestement pas à contenir. Ce contre-effet est un symptôme de l'épidémie de sinophobie des démocraties européennes et américaines qui ne voient dans le pacifisme chinois qu'une façade de l'absolutisme et comme la ruse d'un totalitarisme qui avancerait masqué. On peut se demander si dans leur refoulement de l'absolutisme et leur dénonciation d'une tentation impérialiste chinoise, ces démocraties ne sont pas le jouet de leur propre mauvaise conscience post-coloniale, puisqu'elles s'effraient de croire deviner une volonté de vengeance d'autant plus dangereuse qu'elle est moins visible, auto-alimentant une paranoïa d'autant plus forte que les raisons lui font défaut. Bon, en effet, on ne trouve pas, contrairement à ce que dit Alice Ekman, on ne trouve pas ce vocabulaire d'une volonté de vengeance dans le discours chinois. C'est introuvable dans les discours de Xi Jinping et c'est un leitmotiv de la littérature universitaire occidentale pourtant. Voyez Damien Morier-Genoux qui publie sous l'autorité d'Anne Cheng au Collège de France des accusations de litanie proférées par Xi Jinping, révélatrices de cette vision manichéenne et xénophobe qui consiste à tenir les étrangers, à commencer par les Européens, pour les seuls responsables des désastres politiques, économiques et militaires qui ont affecté la Chine au XIXe siècle. Bah oui, c'est pas la Chine qui a envahi l'Europe, hein, ce sont les puissances occidentales qui ont envahi la Chine. Donc, commentant le propos de Xi Jinping du 31 octobre 2017, que d'humiliation, que de honte. En ce temps-là, la Chine était un mouton gras promis au sacrifice. Ce Damien Morier-Genoux semble surinterpréter ce propos de contrition quand il voit un propos xénophobe, d'ailleurs justifié par des formules telles que « diables étrangers »,« yangwizi » ou « pollution spirituelle »,« jingshen kuiran », qui sont en réalité introuvables dans les discours de Xi Jinping. Donc ces propos qu'on trouve sous la plume de sinologues ou prétendus sinologues occidentaux, je renvoie donc à ce Damien Morier-Genoux dans « Pensée en Chine », page 151 ou 153. Ces propos sont une réécriture de l'histoire, ou alors je demande les références exactes. On peut se demander dans quelle mesure, on doit se demander dans quelle mesure nous n'assistons pas ici à une réécriture de l'histoire, à une réécriture à charge des discours de Xi Jinping, sous prétexte de mise en perspective historique, au motif que ce terme avait été utilisé, je cite encore ce Damien Morier-Genoux, ce terme avait été utilisé en 1983. Bon, et je voudrais prendre un autre exemple de cette manipulation universitaire de l'histoire, le cas de la difficile rétrocession de Hong Kong, qui me semble exemplaire. Les démocraties qui ont pris Hong Kong à la Chine, parce que, encore une fois, ce n'est pas l'inverse, c'est bien la Chine qui a été spoliée. Et bon, elle se voit restituer ce territoire, mais les démocraties qui restituent ce territoire dénoncent la réaffirmation de souveraineté chinoise sur le territoire qu'elle lui restitue, et qu'elle devrait au fond donc ne pas lui reprendre. C'est absurde. En résumé, ces démocraties dénoncent les privations de liberté en continuant de piétiner la souveraineté de la Chine, fondement de toutes les autres libertés. Enfin, imaginons 5 secondes ce qui se passerait si la Chine prenait dans les luttes régionalistes des Bretons, des Basques ou des Corses le parti de ces ethnies. Est-ce qu'on n'aurait pas tôt fait de crier à l'ingérence ? Eh bien, cette ingérence, l'Occident se la permet.
Et cela ne trahit, à mon avis, que sa fébrilité, c'est-à-dire sa faiblesse croissante. Et un retour du refoulé, le retour d'une certaine culpabilité qu'on avait tenté de mettre sous le boisseau. On peut se demander si les démocraties représentatives ne voient pas finalement dans le miroir du socialisme à la chinoise autre chose que le fantôme de leur propre culpabilité. Bien, c'est la fin de cette série de podcasts consacrés à l'absolutisme chinois, mais ce n'est pas du tout la fin de notre analyse du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Je vous propose de nous retrouver très rapidement pour parler maintenant de la question littéraire, de la question du style littéraire spécifique au discours de Xi Jinping, pour voir ce que cela nous apprend du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Belle journée à tous en attendant. À très bientôt.